Selma, j'ai grand plaisir à m'entretenir avec toi. Tu es architecte. On s'est rencontrés il y a très très longtemps à Casablanca, dans un milieu d'architectes euh, fameux et avant-gardistes. Et nous sommes maintenant à l'UM6P, à l'école d'architecture et de design voilà, du campus de l'UM6P. J'aimerais dans un premier temps que voilà, tu évoques un petit peu ton parcours, tes débuts en architecture, et voilà, comment tu as géré aussi, tu as créé une revue d'architecture, un petit peu expliquer ton parcours à la fois intellectuel et aussi d'architecte. Merci Reda, merci de me proposer ça. C'est un long parcours. Euh, je pense qu'il a démarré à Paris en fait. J'ai toujours désiré être architecte dans la mesure où j'avais un cousin qui était architecte, l'un des premiers qui s'appelle toujours Saïd Zahmani, et qui était associé à Abdelkader. Et petit, j'avais 10 ans. J'étais allée dans son atelier, j'avais trouvé ça extraordinaire de pouvoir à la fois écouter du jazz et faire des maquettes. Et comme j'étais pas très grande de taille, la maquette m'arrivait ligne d'horizon, je regardais ça, j'étais émerveillée de voir des arbres en miniature. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de faire architecture, ce qui n'a pas du tout plu à ma famille, parce que pour eux, un architecte, c'est un métier masculin. Et petit à petit, je me suis habituée à l'idée de cette masculinité. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que, en plus d'être masculin, c'est un milieu machiste. Euh, et justement, quand j'ai connu des architectes femmes comme Eliane Castelnau, la femme d'Henri Castelnau, elle me disait qu'à l'époque, elle était la seule dans son atelier, la seule admise, et que en Europe, être architecte, ça tenait du domaine de l'érection, donc de la masculinité. Il fallait absolument être un homme, un garçon, voilà. Donc, il y avait ça. Et puis, lorsque je suis arrivée à Paris, l'école spéciale d'architecture du Bar Raspail était à proximité d'un, du Rosebud. Le Rosebud, c'était un bar où se réunissaient tous les intellectuels français. Et donc, c'était extraordinaire. J'allais là-bas après mes cours, mais je n'avais pas besoin de plus de 4 heures pour reprendre mes cours. Et je me nourrissais de tout ce que pouvaient dire les philosophes, les anthropologues, les écrivains, des gens comme Berada, qui était à l'époque condamné par contumace, mais il y avait aussi d'autres, il y avait des écrivains qui étaient fameux, extraordinaires, et qui prenaient la peine d'expliquer à des gens comme moi, qui étaient curieux. Voilà. Et je pense que l'architecture, moi, je l'ai abordée pas forcément dans le domaine de la construction, qui me paraissait être intéressante, mais si on veut, tout de suite dans la théorie. Et mes grands professeurs, c'était Listowski, Robowski, c'était en fait des Polonais qui arrivaient avec une vision du monde qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais connu par ailleurs, ce que j'avais connu si peu, en fait. Et donc, par la suite, une fois mon diplôme obtenu, moi, je pense que j'ai eu un regard sur le Maroc. Il m'a conduit à penser qu'il y avait peu de réflexion, beaucoup d'action et peu de réflexion. J'ai débarqué tout de suite dans l'administration et dans l'administration, il s'agissait de faire, mais de faire en grand. Il s'agissait de construire des villes nouvelles. Il s'agissait des milliers d'hectares à aménager et à urbaniser. Et je me suis dit qu'en parallèle à ça, il fallait absolument trouver le moyen de faire parler des architectes qui parlent volontiers en aparté, hein, qui sont pas forcément mieux. Ils travaillent, mais ils discutent entre eux dans un cercle fermé. Et je me suis promis d'ouvrir
un espace pour prendre la parole qui soit un peu plus large. Et c'est comme ça qu'après avoir quitté l'agence urbaine, j'ai décidé de démarrer une revue d'architecture pour que on donne la parole à ces milieux. Ils sont en fait très bavards, parce que quand on construit, l'architecture, c'est on ne peut plus bavard, parce que ça dit son époque, ça raconte des choses, et en même temps, les auteurs sont totalement nuls. Et donc, comment les faire parler, si ce n'est à travers une revue et à travers une démarche qui était déjà enclenchée. Mais si on veut, l'agence urbaine était aussi un prétexte pour démarrer quelque chose. Les années 80, c'était la première fois qu'on décidait que la ville de Casa allait être, Casablanca devait devenir une ville dessinée. Donc, c'était aussi une époque intéressante, parce qu'en 82, l'agence urbaine a été créée pour pallier au manque d'urbanisme de Casablanca, après les émeutes. Donc, il fallait faire des plans d'urbanisme qui étaient consacrés à comment sécuriser la ville, bien sûr. On avait un patron direct qui était Driss Bosri, et un autre patron qui exécutait. Donc, il fallait qu'on fasse, juste à l'arrivée de Paris, il fallait qu'on fasse un petit peu l'inverse de ce qu'on avait appris. C'est-à-dire, on avait appris l'ouverture, la liberté, la libération. On était des héritiers de mai 68. Et on rentrait au pays, on disait, ah non, 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 pas du tout là-dedans. Urbanisme sécuritaire, on ferme, on met des murs, on cache les bidonvilles, etc. Et donc, il fallait prendre la parole. Et la revue Architecture du Maroc que j'ai créée au départ était faite pour que chacun puisse apporter son point de vue critique sur l'espace qu'on construit. Et je me suis vite rendu compte que les architectes ne veulent pas écrire. En fait, ils apprennent à dessiner, mais ils n'écrivent pas. Et donc, il a fallu que je forme des jeunes architectes à l'écriture, parce que les journalistes, c'était pire que les architectes, parce qu'ils mélangeaient toutes les notions, on ne savait pas très bien, ils ne comprenaient pas les choses, et donc c'était compliqué. Donc, j'ai eu de la chance, parce que, en fait, quelques jeunes architectes appréciaient la revue et sont venus pour écrire sur leurs confrères, n'est-ce pas? Mais les confrères avaient trop de choses à faire. C'était très occupé. Ils devaient construire à la fois les équipements, les villes nouvelles, tout ça. C'était vraiment un moment d'activisme très fort pour les architectes. On n'était pas très nombreux. Les architectes de l'époque, je veux dire, à partir des années 80, il y avait quoi? Il y avait 500, 600 architectes. Maintenant, on est 4000, 5000. Et pour donner un ordre de choses, à Madrid, dans la seule ville, ils sont 14 000. Donc, c'est pour dire à quel point il n'y a pas beaucoup d'architectes finalement au Maroc, même si aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a eu un effort colossal sur cette question. Au départ, il y avait une école, l'école nationale d'archi à Rabat. Alors, ce premier descriptif un peu de ton itinéraire, de ce que tu as fait, de ce que tu as, est très riche, parce que tu as commencé déjà par parler de la question du genre, voilà, que le métier d'architecte, c'est une vision un peu prédominante masculiniste, et donc la question de engendrer l'espace, donc le rapport au genre, Érigé. voilà, érigé, plutôt que engendrer, ériger, donc voilà, c'est un rapport voilà assez intéressant donc au genre, la question du genre. Tu as parlé le besoin de penser l'espace, donc on a engendré l'espace, le penser que tu sentais que c'était une vitalité de voilà une sorte d'élan vital que il y ait de l'esprit dans cette activité très, très concrète, et aussi l'aventure début des années 80 de l'agence urbaine. Et donc là, tu as évoqué un rapport sociopolitique
parce que la ville qui est aussi le théâtre d'une citadinité en devenir, voilà, mouvements sociaux. Et ce que je trouverais intéressant, et évidemment les différentes écoles qui se sont développées, et nous sommes ici à l'école d'architecture de l'UM6P, qui est un espace aussi assez nouveau, donc voilà, où il y a vraiment de nouvelles pistes de réflexion, d'une grande ouverture. Peut-être qu'il manque une mémoire ou voilà une histoire. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur Casablanca. C'est-à-dire que Casablanca, l'agence urbaine, il y avait besoin de penser et d'écrire l'espace, voilà, une politique d'urbanisme, mais qui répond à des normes plutôt sécuritaires. Mais prenons le cas de Casablanca dans les années 40, je crois, où l'urbanisme, à l'époque, c'était Casablanca, c'était c'était l'époque du, voilà, une ville nouvelle, l'époque du protectorat français. Et il y a eu quand même une vision un peu utopique ou urbanistique très généreuse du plan Écochard. C'est-à-dire que au départ, Casablanca, il y avait un projet. Prost d'abord. Prost, oui. Puis repris par Écochard dans les années 50. Oui, Casablanca était vu par des architectes qui prenaient la peine d'y réfléchir, mais à l'aune de leurs besoins. N'oublions jamais que, en fait, le 1er décembre de Prost, qui envisageait Casablanca avec son extension sur Mohamedia et puis arrêter l'extension de l'autre côté, c'était pour pouvoir avoir un port, pour pouvoir gérer des marchandises et construire des usines. Et c'est ça, en fait. Le trouble, c'est que, en fait, ça a été posé dans un espace qui n'était pas préparé. Bien sûr, maintenant, on a l'ouverture, la voie possible pour réfléchir sur ces choses-là. Nous ne l'étions pas préparés pour une simple raison, c'est que une fois que on prend la Farge comme exemple, une fois que la Farge a été installée dans les zones industrielles, il fallait bien les ouvriers. Quand les ouvriers sont arrivés, ils sont venus d'où? De la campagne. Ils ont déserté la campagne. L'exode, quand l'ouvrier arrive, il arrive en premier lieu, il faut qu'il construise un endroit où loger. Les bidonvilles. Mais ensuite, il faut qu'il amène sa famille. Et ben, ça fait les marges urbaines que nous connaissons, qui sont créées par une force qui n'est pas la force endogène de notre pays, c'est-à-dire que nous n'étions pas encore cette accélération, si on veut, du phénomène d'industrialisation, par exemple, qui a donné lieu à un urbanisme chaotique et de l'autoconstruction, qui ensuite, lorsque nous sommes arrivés dans les années 80, nous, on était obligés de constater que, bon, bah, il y a des choses qui sont autoconstruites, il faut bien que les gens y habitent, il faut qu'on les respecte, donc qu'on les homologue. Et homologuer, ça veut dire mettre les canalisations, l'électricité, le savoir, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'était un urbanisme de l'urgence, qui était la seule proposition qu'on pouvait faire, d'un côté, et de l'autre côté, un urbanisme voulu, et non pas suivi. Donc il y avait cette double casquette qu'il fallait avoir. Aujourd'hui, si on veut, on peut pas on peut pas dire que le plan Prost était magnifique, merveilleux. Et non, on est obligé de remettre en question ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été bon dans son travail. Il a été intenté où euh, il fallait s'enrichir. La France n'était pas là pour, pour, pour nous. Elle était là pour elle. Il faut simplement se dire des choses très simples. Toute la politique d'urbanisme, d'architecture a été basée sur ça. D'abord, quand dans les années 41, la première revue d'architecture émanant de l'ordre des architectes, il a été créé en 50, mais en fait, en réalité, il est né en 41. En 41, et c'est en 40 que l'ordre des architectes a été créé en France, sous Pétain. Donc, on a l'ordre des architectes français, l'ordre des architectes marocains,
Et dans la première page que je te montrerai de la revue des architectes marocains, enfin, de l'ordre des architectes du Maroc, il y a écrit nul ne peut exercer le métier d'architecte. Non, nul ne peut exercer le métier d'architecte s'il n'est pas issu de l'école des beaux-arts. Et en 40. La première école d'archi, c'est en 80. Donc, de 40 à 80 et 40 ans. Durant 40 ans, aucun Marocain n'avait le droit de construire. Et bien entendu, après, on a tous les rouages qui vont avec. L'urbanisme, le ministère de l'urbanisme, qui était au départ l'équipement, mais qui a été construit de A à Z. L'ordre des architectes, pour s'inscrire à l'ordre des architectes, il fallait être français d'abord. Et ensuite avoir fait l'école des beaux-arts, c'est-à-dire être parti en France et revenu. Ce qui est normal. Je ne veux pas dire que la colonisation était bien organisée. Je pense que ce serait Dieu sait dire ça, mais c'était intentionnel, organisé pour. Ensuite, tous ces éléments ont fait qu'à un moment donné, il fallait régler les situations qui étaient plutôt dangereuses. Il n'y avait pas d'urbanisme qui était déclaré, je veux dire, à Casablanca, c'était terrible parce que lorsqu'on est arrivé dans les années 80, il fallait faire de l'urbanisme sécuritaire et bloquer toute la ville, faire ce qu'on appelait des arrêtés de mise à l'étude, bloquer des régions entières qui bouillonnaient avec des promoteurs extrêmement ardus, durs et qui pensaient à gagner leur croûte et il fallait que ça se fasse vite. Ils avaient l'habitude de ça. Dérogation, compagnie. Bon, on a fait des plans d'aménagement, après on a commencé à faire des dérogations. Je passe pas. J'ai quitté, j'ai créé une revue d'archi. Voilà. Voilà, dans cette facture coloniale de l'urbanisme casablancais, j'aurais voulu que tu parles du travail de Ecochar, parce qu'il est souvent évoqué comme s'il y avait quand même une vision assez, voilà, il y avait une sorte de vision pour une ville moderne, née au contact de l'Occident, pour reprendre un titre d'un ouvrage célèbre. Euh, voilà, il y avait comme une projection dans l'avenir d'une ville qui allait s'agrandir, mais aussi avec une vision aussi assez généreuse peut-être, je ne sais pas si c'est le terme, mais qui avait une prise en compte de toutes les différentes euh, couches sociales qui constituaient la ville. Depuis le début, hein, depuis 1912, même avant, il y a eu Charles Foucault, il y a eu des tas de... il y a eu vraiment un gros travail intellectuel qui a été fait avant même Ecochard. Ecochard était celui qui allait ouvrir sur la modernité de façon franche et directe. C'est-à-dire que c'est lui qui a encouragé les SIAM, le Congrès international de l'architecture moderne. C'est lui qui a fait qu'un Zedako, un Azakuri soit connu et soit apprécié. C'est lui qui leur a donné les moyens de le faire, c'est vrai. Et Cochard n'a pas duré beaucoup, hein. Oui. Il n'a pas duré longtemps au Maroc. Mais il a écrit La ville Casablanca, qui était l'un des premiers en fait, livres sur la ville. Il a dénoncé tout ce qui était spéculation foncière, et il y en a eu. Il a fait, effectivement, il avait un rapport à Casablanca qui était un rapport plus, comment dire, plus d'architecte, plus honnête, je dirais. Et Casablanca a eu la chance d'être en fait un foyer de négociation, à la fois dur, mais en même temps, ça donnait lieu à des choses qui étaient exceptionnelles. Le quartier Art déco à Casa est nettement plus intéressant que le quartier Art déco à Miami.
parce que c'était toujours des négociations. Parce que si on veut faire intervenir un artisan, il fallait négocier. Il fallait négocier l'ornementation, parce que l'ornementation était un crime à ce moment-là. Il fallait négocier le lassisement, qu'est-ce que ça veut dire, comment diminuer la matière pour arriver à ces fabuleuses sculptures d'évaco quand il s'agissait de faire, par exemple, je pense à l'aéroport qu'il a dessiné de façon merveilleuse. L'aéroport de Titmelil, en fait, la plus belle chose qu'il ait faite, c'est la structure de Bakou. Magnifique. Oui, comment remplir l'espace, c'est vraiment la question clé parce que tout est dans cette manière de remplir. Il ne s'agit pas de remplir l'espace pour le remplir, mais ce qui fait le propre d'une architecture ou même peut-être même d'une civilisation, c'est la manière de remplir et l'espace et le temps. Et puis de réfléchir sur des notions fortes, parce que l'urbanisme propose de l'octogonalité, c'est-à-dire que l'urbanisme propose quoi? Un dessin octogonal, d'accord? Avec des prospects. C'est-à-dire que tu as un recul entre un bâtiment et un autre qui sont réglementés, fortement réglementés, et on ne peut pas faire autrement. Ça donne un résultat. Le résultat, c'est l'urbanisme d'aujourd'hui. C'est la ville d'aujourd'hui. C'est la réglementation qui a fait que la ville est comme ça. Et la ville et la réglementation provient de l'urbanisme. Donc, on a fait des cahiers de charges, etc. On ne peut pas construire à moins de 4 mètres du voisin, et lui-même 4 mètres, etc. Donc, ça fait une espèce. Et puis, on fait des grands boulevards qui sont des boulevards pour la voiture. Et puis, voilà l'urbanisme d'hier. Aujourd'hui, une vraie question se pose. C'est s'il y a un retour à un modèle qu'on connaît, et ce modèle, en fait, ne propose pas les mêmes réglementations. Aujourd'hui, on ne peut pas faire, à moins d'une dérogation, une médina. Parce que les murs sont collés les uns aux autres. Mais imaginons 5 minutes que ça devienne un modèle et qu'on fasse un urbanisme qui correspond à ça, à Oxo, Médina, à une identité qu'on reconnaît et qu'on aime. Et qu'on aime, parce que finalement, moi je me rends compte dans mes cours, quand j'évoque ce genre de choses, ils ont des étoiles dans les yeux, les étudiants. Ils aiment qu'on parle d'eux, de leur grand-mère, de comment ils ont vécu ça. Et c'est vrai que la vie moderne est intéressante, parce qu'elle permet de circuler, et puis on est dans une économie mondialisée, qui n'autorise que ça. Bon, on n'a pas le temps de réfléchir à tous ces concepts, mais je veux dire, si on décide de dire qu'une partie de la ville sera fermée à la voiture, moi je me rappelle avoir eu une grande discussion avec le maire de Casablanca là-dessus, en lui disant, écoutez, le quartier Art déco, pour appréhender un quartier, il faut lever les yeux. Et ce quartier Art déco, si on le rendait totalement piétonnier, d'abord c'est enrichissant, et les commerces en bas sont en train de mourir à cause de la voiture. Que les gens ne s'arrêtent pas. Et si tu fais des grands trottoirs et que ces commerces puissent revivre et que tu puisses lever les yeux sur des décors qui sont faits pour. Vous savez que l'art déco, par exemple, les dessous des balcons sont décorés. Il y a des motifs. Donc, on peut lever les yeux même en rez-de-chaussée. Comment faire pour que on puisse faire entendre raison à cette économie libérale avant toute chose, pour fermer les territoires à la voiture, réfléchir sur la notion de médina, voir les ensembles modestes qui sont dans les campagnes comme étant des ensembles patrimoniaux. Comment faire pour que changer en fait
et arrêter de faire cet urbanisme euh, pour la voiture qui est en voie de disparition. Enfin, je suppose qu'elle est en voie de disparition. Et là, tu viens d'aborder euh, une question que tu avais soulevée dès le départ de ces deux de désenchantement et de modernité épuisée. C'est vrai que tu as évoqué les années 60-70 où il y avait une modernisation très riche. Par exemple, à Casablanca, il y avait, même sur le plan culturel, le groupe Nestlé Rewan, tout cet univers qui vient de Casablanca, qui a fait une synthèse de différentes cultures, différentes sagesses, de différentes manières de s'exprimer, depuis le quartier de Haï Mohammadi, qui était un quartier qui avait un rôle extrêmement important Pas dans, uniquement. Il y avait Nasriwan, il y avait Gigi bien Lalan, mais entendu. il y avait aussi Zinoun, qui Mm. émane de là, qui Tout à fait. vient de là. Euh, Zinoun, qui est le premier chorégraphe, danseur au Maroc. La danse moderne, on ne connaît pas. Minas Rewan et tout ça, c'est une filiation, en fait, par rapport à Casablanca, avec Bouchaïd Bedawi, avec des gens qui faisaient du théâtre dans la rue, mais qui faisaient de la politique, mais du théâtre, avec les hommes qui se déguisaient en femmes, parce que, etc., etc. Donc, cette histoire. Mais je pense que les filiations existent, les ponts Mm. existent, parfois souterrains, mais ça existe. À la fois de façon endogène et à la fois de façon exogène. Ça n'empêche pas le rap d'être magnifique dans certains espaces où on raconte, on parle des choses. Maintenant, tous ces phénomènes peuvent être englobés dans quelque chose qui est de l'ordre du familier. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit De retrouver. de retrouver. Mm. Justement, et donc après ce moment où vraiment sur le plan aussi bien des arts, de la culture, des sciences sociales, en fait c'était un moment extrêmement effervescent, où il y a eu énormément de production, de manière de penser. Euh, il y a eu cette vague néolibérale qui, à partir des années 80, donc cette modernité assumée, qui a, voilà, qui a apporté aussi un certain nombre de choses. On ne va pas le négliger quand même malgré tout sur le plan du niveau de vie, etc. D'ouvrir des aspirations. Mais aujourd'hui, par exemple, si on prend le modèle casablancais qui s'est étendu un peu dans les conurbations, on a ces constructions du logement bon marché, mais qui n'est plus, disons, comment dire, la restauration de milieux sous-intégrés ou de type bidonvillois, etc., mais des constructions de villes nouvelles de plus en plus éloignées, marginales. Alors voilà, donc les gens sont entassés à l'horizontale, mais c'est un mouvement aussi qui est général dans les grandes villes. Les pauvres sortent de la ville, et c'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les grandes capitales. C'est triste à dire, mais tu as évoqué le modèle médinal qui est aussi qui a fonctionné pendant des siècles et qu'on a un peu et qu'on a oublié dans cette vague de modernité. Et justement, donc au bout de cette modernité épuisée ou de modernité tardive, euh, réinventer la Médina ou ce serait quoi le projet? C'est de se ressourcer, mais je me méfie un peu de ces mots pour vous dire de regarder dans le passé, mais enfin, il y a une tradition, il y a aussi une tradition urbaine, citadine au Maroc, par rapport à d'autres pays. Mais quel serait l'enjeu aujourd'hui au bout de cette modernité, de ces désenchantements et aussi, il faut le dire, de ces croissances et excroissances urbaines qui produisent beaucoup de laideur et beaucoup de non-sens aussi. Donc moi, ma proposition, elle n'est pas celle de dire c'est ou l'un ou l'autre. Je ne suis pas historiciste et je ne suis pas passéiste. Je suis dans l'extrême modernité. Parce que, en fait, quand on veut ouvrir sur l'avenir, il faut de nouvelles pensées. Il faut penser à côté de ce qui a été fait jusqu'à présent. Ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est de dire
La Médina, on la garde telle quelle, on la touche pas, on la met au congélo, parce que c'est patrimonial. Donc, et on travaille sur la modernité à part. Et là, on a créé des villes nouvelles. Moi, ce que je propose, c'est que sortir la Médina du congélateur et la rendre comestible. En fait, pouvoir travailler pour lui donner la modernité qui est nécessaire à son intérieur, arrêter de dire on préserve, on restaure à l'identique, attention, il ne faut rien bouger. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'au contraire, donner un petit coup de modernité, préparer d'autres, why not? C'est pas ça qui. Mais par contre, voir le modèle et qu'est-ce qu'il peut apporter, ça c'est intéressant. La modernité du modèle médinal euh, rejaillit avec les nouvelles contraintes qui pèsent sur tous les espaces urbains de la planète, avec les contraintes du changement climatique, voilà, le fait de polluer moins, de changer carrément de mode de vie. Donc, toutes les villes maintenant entreprennent en Europe, principalement, entreprennent de protéger la ville des voitures et de plus en plus, on va aller vers des centres-villes avec en moins de voitures ou bien même interdiction. Donc ça c'est l'avenir. Et donc de ce point de vue-là, le modèle médinal est porteur d'avenir. Exactement. Mais en plus de ça, avec un patio bioclimatique sur le plan technique, avec tout ce qu'on peut copier comme circuit de l'eau, le stockage de l'eau dans les maisons médinales est absolument génial. MEDA, l'estomac de chacune des maisons était géré par des personnes qui avaient les clés. On ne pouvait pas y toucher, donc l'eau était pure, l'eau pure, il y avait l'eau pure, il y avait des eaux vannes, il y avait des autres. Et tout était canalisé, contrôlé dans les médinas, de telle sorte à ce que on ne mélange pas les eaux, on ne les pollue pas, on fait en sorte que. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question de l'eau est cruciale. Est cruciale. Comment récupérer de l'eau de pluie dans les médinas, on sait faire. Pourquoi aller chercher autre chose? Pourquoi aller chercher d'autres techniques? Le recyclage, on sait faire dans les médinas et même à la campagne. Pourquoi aller chercher des techniques différentes de ce qu'on a? Peut-être améliorer celles qu'on a et donner la chance à des jeunes de faire des startups dans ce sens. Il y a aussi, ce qui est aussi intéressant dans le modèle médinal, c'est aussi une certaine sobriété. En fait, c'est des espaces où il y a de la richesse, mais c'est une intérieur de richesse. C'est-à-dire à l'extérieur, il y a une certaine monotonie. Et là, l'architecture qui triomphe depuis des décennies, malheureusement, c'est le modèle extraverti, c'est le modèle, c'est totalement l'inverse. Et malheureusement, nos pays ont été affectés par ça, c'est-à-dire qu'on étale ce qu'on est ou ce qu'on possède à l'extérieur et souvent l'intérieur est très très pauvre. Et voilà, c'est ça ce dont je parle, le sens des choses. L'introversion dans une maison, c'est beaucoup de choses. Ça veut dire que déjà, on passe de l'espace extérieur à l'espace intérieur, on est dans l'intimité. Mais en plus de ça, cette intimité, elle est hiérarchisée. Chacun est à sa place. Le père est à sa place et le père, avant de rentrer dans la maison, il fait le fameux que tout le monde connaît, en fait, ceux qui ont vécu là-dedans, pour dire attention, je rentre à la maison, ceux qui font des bêtises, abstenez-vous ou allez vous cacher. Donc il y avait une espèce de discours souterrain qui était lié à cette introversion codifiée, organisée, et disons, ça permettait d'avoir de l'économie. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, un enfant qui fait une bêtise, on peut le mettre en prison. On peut considérer que c'est un enfant qui est perdu pour la société. Alors que dans un espace comme ça, qui est plus de proximité, tout ça, il va être éduqué par la rue, par les voisins, par
chez lui et il va être intégré, disons. De la même manière qu'on intègre les fous, et de la même manière qu'on intègre les vieux, et de la même manière qu'on intègre aussi les gens malades, etc. C'est-à-dire, dans une médina, il n'y a pas d'exclusion. Voilà, il y a un sens communautaire. C'est vrai que l'urbanisme en Europe, pense aux travaux de Foucault sur surveiller et punir, c'est toujours voilà des modèles un peu disciplinaires, que ce soit l'école, la prison, l'hôpital. C'est des, une vision de l'espace d'enfermement. Et effectivement, dans le modèle médinan aussi, ce qui est intéressant par rapport à la gestion des ressources, c'est qu'il y a un rapport communautaire. Prenons l'exemple de l'eau. Voilà, les gens vont le hammam, qui est un lieu où voilà, on accède à l'eau, où on se lave, mais dans le modèle qui est proposé, chacun doit avoir sa douche, sa salle de bain, et plusieurs salles de bain. Et donc, on ne fait pas uniquement que se laver. Bien entendu. Je veux dire, tous les mariages ont été fondés sur une visite au hammam. La mère qui aperçoit la jeune fille et qui vient demander sa main le lendemain. Donc il y avait une régulation sociale qui était créée par ça. Et il y avait des personnes, moi je sais que par exemple dans la Médina de Fès, il y avait un espace dédié à côté de Karouni, dans lequel les vieux se réunissent pour noter qui est prêt à convoler en juste noces et quelles étaient ses origines et avec qui on allait le marier de façon équilibrée sur le plan social. C'est-à-dire qu'un riche doit se marier avec un pauvre, un instruit doit se marier avec, de façon à créer cette mixité sociale dont on a fortement besoin aujourd'hui. Alors bien entendu, aujourd'hui dans le plan d'aménagement, on dit mixité sociale, on l'écrit. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, il faut le réaliser. Quand on voit aujourd'hui l'émergence, par exemple, de l'habitat groupé dans les villes, partout, c'est un état d'esprit qui fonctionne bien. On va dire, on crée des résidences à intérêt commun. Donc, c'est soit des villas, soit des immeubles, ils ont la même piscine, ils ont le même jardinier, ils ont la même personne qui s'occupe des enfants. Mais bon, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas le plus qu'on attend qui est fondamental parce qu'on va acheter une maison parce qu'on a le même budget. C'est un calcul qu'on fait. Juste le budget qui compte. Mais ce n'est pas cette notion sociale de, par exemple, une veuve, le lendemain, elle reçoit son panier chez elle parce que, bon, ça fait un peu romantique ce que je raconte, mais parce qu'on sait que c'est une femme qui doit garder un certain niveau social, etc. Elle ne sait pas d'où vient ce panier. Les voisins qui se mettent d'accord, et puis voilà, c'est réglé. Ça peut se régler dans ce sens. Pas besoin de créer des associations aide à la veuve pour que ça se fasse. Donc, les choses tacites comme ça, qui sont souterraines et qui sont liées à une certaine convivialité, en mon sens, aujourd'hui, il faudrait revenir là-dessus. Maintenant, la modernité, elle a des parts qui sont très intéressantes, c'est sûr, l'ouverture, l'esprit, etc., mais à partir de soi. Je ne suis pas passive. Donc il y a eu une sorte d'inversion de sens, donc voilà, ce modèle maintenant d'extraversion qui s'est un peu imposé et donc qui nous a perturbé. Extraversion, mais en même temps d'habitat groupé. En même temps, ghetto de riches, ghetto oui, le gated community, c'est-à-dire, oui, et ça ne crée pas du lien social. Ça fait du gruyère. Voilà, ça fait en fait des trous où on aime bien vivre dans l'entre-soi et être dans un regroupement rassurant. Et d'ailleurs, les promoteurs, c'est ce qu'ils mettent. Hein. C'est l'aspect sécuritaire, encore une fois, peut-être. Exactement. Un promoteur va vendre sa villa 3 fois plus cher parce qu'il va mettre dans son panneau villa protégée avec gardiennage, avec etc., etc. La sécurité d'abord. Exactement. Et on repart
avec les autres. On ne peut pas être on n'a pas envie d'être dans cette convivialité dont on parle et qui peut avoir du sens. Exactement. On aura l'occasion d'aborder plus en détail un peu, disons, les types d'architecture ou la manière de penser l'espace et le temps, euh, à la lumière un peu de ton expérience et aussi de cette modernité épuisée et du désenchantement, parce que tu vis, toi, un certain rapport à l'espace et on aura l'occasion de voir ça. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais au sein de cette école SAP plus T, donc l'école d'architecture et de planning et de design à l'UM6P, de ce que tu fais et aussi de ce qui se fait au sein de cette école. Alors, l'école SAP+D est une opportunité pour moi pour exprimer tout ce dont on parle à un échange absolument équitable avec les étudiants. J'ai la chance d'enseigner à des étudiants de quatrième année l'architecture contemporaine, ce dans quoi j'ai baigné, bien entendu, grâce à la revue durant 25 ans. Et cette revue m'a permis de porter un regard sur mes contemporains. Et c'est ce que j'essaie d'échanger avec les étudiants, tout en les poussant à l'aspect critique. Parce que la critique d'architecture va nous apporter un regard sur le monde. Et grâce à cette dynamique à l'école, on échange à partir d'unités pédagogiques. Des unités pédagogiques qui sont dans le même mode de réflexion. Et en même temps, je trouve que ça offre une liberté essentielle en matière de syllabus et de comportement. L'échange avec les étudiants est au centre de tout. On peut pratiquement tout faire. Et donc, ça permet de faire évoluer le monde de l'architecture, l'enseignement de l'architecture, vers de nouveaux horizons. Alors, la deuxième chose qui est aussi très intéressante, c'est que SAP+D est une école qui a fait plusieurs conventions avec plusieurs écoles de tous les horizons, que ce soit des Américains, des Français, donc tous les horizons sont présents. Et les étudiants, et l'école est ouverte aux étudiants africains. Donc ça aussi, ça ouvre un horizon nouveau. Et dans mon cours, ce que je cherche avant toute chose, c'est de dire qu'on travaille sur du vivant. Donc on peut connaître les architectes qu'on présente. C'est-à-dire on peut les fréquenter. Pas juste un livre. C'est aussi une interaction. Donc je les pousse à aller rencontrer les architectes, discuter avec eux, visiter les espaces nouveaux, non, intéressants. Et ça marche très bien parce que ça les passionne. Mais en retour, on, on a un échange qui est parfaitement équitable parce que c'est du vivant. Aujourd'hui, c'est maintenant. Beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus dur de travailler sur le vivant que sur ce qui s'est déjà passé. Je laisse ça aux historiens. Alors, je voudrais comprendre ce que tu veux dire par là, c'est que c'est dur de travailler sur le vivant par rapport à une mémoire architecturale. Oui, parce que cet échange spontané avec des étudiants qui vont devenir des, des professionnels fait qu'ils sont nourris par d'autres choses que ce que je peux leur apporter. N'oublions pas que euh, pendant une certaine période, on peut considérer que on a installé une forme d'amnésie de beaucoup de choses qui est revivifiée par les professionnels qui sont aujourd'hui sur le terrain.
qui n'est pas mon cas, mais qui se confrontent à l'administration, aux entreprises, à la réalisation du projet lui-même, si on veut. Ils ont ça, et ce que moi je peux leur apporter qui est plus ancien. Donc cette fréquentation crée une émulation chez eux qui est beaucoup plus intéressante que si ça venait uniquement de mon côté. Donc il y a eux ce qu'ils amènent et moi ce que j'amène. Il y a une interaction extraordinaire. Merci beaucoup, Selma. C'est la fin de notre premier entretien et on poursuivra, Inch'Allah, dans ton village. Et là aussi, on aura Ouais. d'autres choses. Alors, Selma, là, on est changement de cadre. Euh, on est où exactement ici? Ici, on est au Doha Wizot. C'est en fait un petit village qui est à proximité d'Amzmez, pas loin de l'épicentre, malheureusement, du sinistre qui a eu lieu. Le tremblement de terre était à 17 km. Donc, ce village est totalement fait dans les règles de l'art parce que autour du village, il y a un verger qui a créé de l'autonomie pendant longtemps au village. Donc, nous sommes dans un des vergers du village. Donc, tu enseignes à l'école d'architecture de l'UM6P à Benguerir. Et donc, ici, c'est là où tu vis principalement, c'est ça? Exactement. Je vis aujourd'hui ici, après avoir vécu longtemps en Casablanca. Donc, c'est un choix qui trottait dans ma tête depuis toujours parce que ce que je retrouve ici, c'est des choses qui sont d'un ordre presque spirituel. Et disons qu'à mon âge, il faut faire des choix. Il faut faire des choix de vie qui sont plus courageux que quand on est jeune, quand on a des responsabilités, quand on a des enfants, quand on doit gagner sa vie. Et donc ici, c'est un petit peu un lieu où on peut à la fois euh, écrire et organiser sa vie par rapport à soi, mais aussi avoir un échange avec une population qui est une population euh, qui n'a pas bougé depuis des siècles. Donc les valeurs sont claires, euh, la solidarité est naturelle, euh, ce, tout ce dont on peut rêver comme voisinage est là. Donc c'est un peu ma nouvelle famille. Alors, ce qui me frappe dans ton itinéraire, c'est que tu t'es engagé pendant beaucoup d'années dans l'urbanité casablancaise, la modernité, à explorer les Ouais. différents courants avant-gardistes d'architecture, disons, dans l'espace mondial dans lequel il se déploie, voilà, très avant-gardiste, je dirais, très sophistiqué, et disons le milieu social où tu évoluais était aussi aussi comparable, voilà, un peu inscrit dans cette dimension un peu sophistiquée et avant-gardiste. Et donc là, c'est une bifurcation majeure puisque tu vis dans un village, tu es dans un autre type d'authenticité, je ne sais pas, ou de crédibilité, et donc ça se traduit aussi par, j'imagine, par peut-être pas un revirement, mais en tout cas peut-être des ruptures sur le plan de la pensée architecturale ou de ce que tu voudrais explorer. Merci pour cette question parce que réellement, euh, cette mutation a créé un lien fondamental avec une autre façon de se questionner. Le questionnement sur l'architecture, en fait, il y avait des réponses à tout, mais c'est des réponses qui étaient des réponses livresques. C'est comme l'apprentissage de la langue. On se rend compte que, par exemple, moi j'avais vécu ça, j'avais appris le français à l'école, dans une école de mission française.
Et lorsque je suis arrivée à Paris, quand j'ouvrais la bouche dans un atelier d'architecture, tout le monde se fendait la gueule. Ils rigolaient parce que j'avais un français châtié, livresque, en fait. Ben, c'est un petit peu cette transformation qu'on vit, mais à l'échelle de l'architecture. Disons que on a appris l'architecture en France, on retourne au Maroc avec les mêmes concepts, on se nourrit des ouvrages qui ont été écrits pour justement étayer un point de vue sur l'architecture, qui est celui de la grande industrie qui va pallier au manque et qui va répondre à des besoins qui sont sérieux et qui sont bons, prêts à consommer. C'est-à-dire, euh, au lieu de faire de la haute couture, tu fais du vêtement en série. Mais c'est un petit peu ça la modernité. Et lorsque je suis rentrée au Maroc pour exercer, c'est vrai que c'était l'option première, c'était être moderne. C'était la seule option possible. C'était être moderne à tout va, être dans les salons internationaux pour montrer, pour piquer en fait tout ce qui existe de nouveautés. Et on n'a pas pris le temps de se questionner sur soi, sur à partir de quoi on discute. L'intérêt de cette retraite, entre guillemets, de venir dans un village, c'est qu'en écoutant les personnes, on se rend compte qu'au niveau spatial, il y a des solutions qui sont données. Par exemple, le bioclimatique, on n'a rien à apprendre de personne. Le recyclage, on n'a rien à apprendre de personne. Les leçons d'architecture qu'on peut avoir dans un village comme Douar ou Ouizzelt, c'est à la fois dans le courant extrêmement avancé, qui est le courant écologique obligatoire, je veux dire, l'histoire le veut. Aujourd'hui, on est dans un courant écologique, pas par choix, mais parce que c'est une nécessité. On peut plus rester dans l'industrie du béton. C'est pas possible. Aujourd'hui, si on veut garder notre planète, on est obligé de rester là-dedans. On apprend dans un village comme ici la juste mesure, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup pour avoir quelque chose qui est visible, euh, potentiellement vivable et sans excès, sans excès. J'entends par là qu'on n'a pas besoin d'excès de matière. En même temps, on peut faire des choix qui sont des choix simples, pas très coûteux. Avoir le matériau local, c'est juste creuser au bon endroit parce qu'on connaît les endroits où il y a de la bonne terre. Il faut avoir le temps aussi. C'est un peu de la low construction, si on peut dire. C'est-à-dire, il faut laisser le temps de fermenter, de mélanger la terre de telle sorte à ce qu'elle soit damable, sans qu'il y ait de résidus. On peut mélanger avec de la paille coupée, mais on peut aussi utiliser d'autres matériaux qui sont aujourd'hui non utilisés, comme la laine de mouton qui peut être aussi réutilisable pour ça, ou ce qu'on coupe, les branches qu'on coupe. Quelque part, cette autonomie influe sur le comportement des gens. C'est-à-dire que personne n'est stressé parce qu'on sait que demain, c'est pas garanti. On n'a pas de garantie de demain. La preuve en est, c'est que le jour du tremblement de terre, tout le monde est sorti, tous les villageois sont sortis. Et j'ai dit à des petites filles qui étaient à côté, je leur ai dit, vous avez peur? Elles m'ont dit, non, on n'a pas peur. Et elles ont commencé à dire, pratiquement à chanter, tout le monde s'est mis en même temps, la ilaha illallah, la ilaha illallah, parce que c'est la nature qui a voulu que les choses se passent comme ça. Et on respecte la nature. Je vais pas dire que je suis écolo, que je retourne à la nature et tout ça, ça veut rien dire. Mais en observant la manière de fonctionner ici, on se rend compte que la nature donne des leçons. C'est pas parce qu'on a une belle récolte qu'on va avoir beaucoup d'argent. Parce qu'on ne sait pas. S'il y a de la grêle, par exemple, on perd la récolte. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on dit c'est la nature.
Donc on accepte, on vit au jour le jour et on accepte ce qui se passe parce que Mère Nature est très forte. Alors moi, ce que je vois qui est très frappant dans cette, disons, cette nouvelle phase de ta vie et aussi de ta pensée et de ta recherche en matière architecturale, c'est que tu ne parles, tu ne pars pas de l'espace, disons, l'espace physique ou bien de la matière, mais tu pars De l'humain. de l'humain, du groupe social tel qu'il est organisé, et tu imagines l'architecture qui peut s'allier ces dynamiques sociales, mais qu'ils sont là propres à une vie dans un village du Haut Atlas. On est pratiquement au pied du mont Toubkal, euh, euh, mais ce n'est plus ce qui se joue dans l'urbanité au Maroc. C'est-à-dire que là, déjà, on est dans le Maroc, disons, un Maroc rural, hein, donc, et ces valeurs ne se retrouvent plus. Enfin, on les a oubliées ou on les a perdues dans, voilà, dans la conurbation Casa, Jidida, Casa, Rabat, Kenitra, et voilà, donc, et qui attire encore beaucoup les gens du monde rural parce que, voilà, la promesse voilà, de l'emploi, etc. Mais donc, c'est à partir de l'observation de ces dynamiques telles qu'elles peuvent se déployer dans un petit village que tu développes, voilà, une nouvelle manière de concevoir l'architecture. Alors peut-être peux-tu nous en parler de l'idée de qu'est-ce qui caractérisait, disons, l'architecture moderne où il y a des individus ont un certain quant à soi ou une autonomie ou disons des espaces, disons, propres, et ici c'est une autre logique, et comment ça se traduit au niveau de l'habitat, par exemple. C'est une vaste question. Alors, moi je dirais que en fait, on a eu moi, j'ai eu un parcours à Casablanca où j'étais entre les inaugurations, euh, les, 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 les salons, la présence publique, si on veut, qui était très dense, parce que pour moi, il fallait cette accélération des choses pour être au courant de tout et pour consigner les choses dans la revue Architecture du Maroc. Il fallait aussi être au-devant de nouvelles idées. Et donc, comme c'est une revue thématique, donc forcément, il y avait beaucoup de travail à faire. Et ce qui était intéressant, quand je pilotais cette revue, en fait, c'était l'accompagnement que j'avais par des intellectuels qui eux-mêmes ne travaillaient que sur de l'urbain. Donc, que ça soit des philosophes ou que ça soit des sociologues ou que ça soit tous ceux que j'ai invités dans la revue ont travaillé beaucoup sur l'urbain. Et je me suis rendu compte, c'est que cet investissement qu'on fait dans les villes, qui ne fait que faire grandir la ville et donner encore plus de moyens pour l'étouffer finalement, je vois Casablanca, c'est désastreux parce que on met des autoroutes aujourd'hui dans Casablanca, alors que mondialement parlant, on devrait faire de plus en plus de piétons. Et mais à culpa, nous-mêmes, quand on a dessiné les plans d'aménagement, on l'a fait pour la voiture. Aujourd'hui, quand on est à la campagne, on se rend compte que si on prenait un tout petit peu de l'investissement de la ville et qu'on le posait dans la campagne, mais avec très peu de choses, hein, je pense à des réseaux d'assainissement, je pense à des poubelles, je pense à une manière de faire un revêtement de sol de telle sorte à ce qu'on n'ait pas tout le temps de la poussière et que on organise les constructions pour qu'elles soient antisismiques, elles sont déjà bioclimatiques, on aurait des paradis sur Terre. Et on arriverait en fait à contredire l'ONU et toutes les institutions internationales qui nous obligent à devenir urbains. Cet exode dont tu parles, c'est un exode
qui est pratiquement obligatoire aujourd'hui. On dit qu'on va devenir en 2030, qu'on va être à 86% urbain. Mais si on décide de rester dans ce 47% de rural, qu'est-ce qui nous en empêche? Rien. On a plein de centres ruraux qui sont parfaitement capables de recevoir une population mixte, mélangée, au lieu de se dire oui, on fait un quartier mixte et on se raconte des histoires parce que dans les villes, on dit mixité urbaine. On écrit ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans les villes, on n'arrête pas de faire des ghettos pour les riches avec des grands murs qui restent entre soi, alors que l'entre-soi d'un village est un entre-soi vrai et authentique. On n'a pas choisi, mais on est dans une convivialité nécessaire. Même si on n'est pas d'accord avec le voisin, le jour où il y a un décès, c'est tous les villageois qui se mettent ensemble pour que les personnes qui sont dans le malheur n'aient à rien faire. C'est tous les voisins qui s'organisent avec leur table, avec leurs chaises, avec leur nourriture, avec les moyens qu'ils ont pour que les obsèques se passent de façon appropriée. Dans le malheur, mais aussi dans la joie. Imaginons que quelqu'un se marie dans le village, et ben tout le monde participe à l'ameublement de la jeune mariée ou du jeune marié, de telle sorte à ce que il y ait quelque chose de démarrage. Disons que c'est pas une question on n'est pas dans la compétition dans ce genre de choses. En ville, on est dans la compétition. Et donc, si on doit comparer au niveau spatial, je dirais que fondamentalement, ce qu'on a perdu avec la modernité, c'est la convivialité. C'est les frères et sœurs qui habitent dans la même chambre et qui peuvent échanger, jeunes, adolescents, vieux, ils peuvent échanger des choses, ils ont un vécu commun qui leur permet de dire c'est mon frère, c'est ma sœur. En ville, on fait à la mode moderne une chambre, une salle de bain pour les enfants et chacun son autonomie. On essaye de pousser vers l'autonomie, vers l'individualité et finalement même le rapport entre frères et sœurs, c'est filoche. Je ne parle pas des rapports entre les parents et les enfants. Je veux dire, c'est encore pire parce que on ne peut pas ranger ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est que en architecture, on a tendance à dessiner, à dire oui, alors la partie nuit, la partie jour, la chambre des enfants, la chambre des parents et éventuellement la chambre du grand-père parce qu'on a quand même gardé quelques liens. Et quand on avance encore un peu plus, on se rend compte que il va y avoir le salon marocain, le salon européen parce qu'on n'oublie pas sa culture. Après, on va avoir des tas de choses qui sont dans la contradiction. Donc, qu'est-ce qui pousse un architecte à réfléchir autrement? C'est le fait de faire un lien avec sa propre histoire. Et d'ailleurs, je citerai le roi Hassan II en 1986, il s'est adressé aux architectes marocains en faisant tout un discours, en leur disant je veux que vous fassiez en sorte qu'on reconnaisse qu'on est au Maroc. Les architectes de l'époque l'ont très mal pris, et parce qu'ils étaient formés en Europe et qu'ils étaient modernes, ils étaient jeunes, et ils n'ont pas du tout écouté. Ça n'a pas été écouté, sauf avec des bribes de caricature. Aujourd'hui, la modernité, si elle est remise en question, il ne faut pas remettre en question de la même manière qu'en Europe. On ne va pas passer au postmoderne, à la manière de Ricardo Bofill, on ne va pas passer à la déconstruction à la manière de Zaha Hadid. Il va falloir qu'on réfléchisse sur qu'est-ce qu'on peut apporter à l'échelle universelle à partir
des savoir-faire locaux qui ont été écartés avec mépris, mais aussi de la manière de concevoir un espace. Est-ce que l'architecture que tu appelles de tes voeux ou que tu vois venir, est-ce qu'elle s'exprime déjà à travers des architectes au Maroc? Est-ce qu'il y a des exemples de quartiers, de cités, de villages ou de projets qui s'inscrivent un peu dans ce que tu vois venir? Curieusement, c'est à Marrakech qu'il y a beaucoup d'architectes et dans le sud, qu'il y a certains architectes qui réfléchissent sur cette question. Je citerai évidemment mon ami Salim El-Naji qui travaille beaucoup sur les Ksour et qui restitue pas uniquement l'espace. C'est pas de la restauration. Elle restitue le geste lui-même. C'est-à-dire qu'elle travaille avec les personnes qui sont sur place en considérant qu'un espace comme les égouts d'air, par exemple, sont des espaces qu'il faut maintenir sur place, et elle leur réapprend à aimer leur propre construction. Salim El-Naji, en plus, écrit beaucoup, et à chaque fois qu'elle écrit, elle cite les partenaires, qui sont pas des entreprises organisées, hein, je veux dire, elles sont pas là pour faire de l'argent, mais elle cite les artisans, les malmines, les mtalmines, etc., comme étant faisant partie de l'équipe. Dans le dernier ouvrage Architecture du bien commun, chacun est à sa place. Et donc, c'est ce genre d'écrit dont on a besoin. C'est ce genre de choses dont on a besoin. Maintenant, il faudrait quand même une belle volonté de l'État, et je pense qu'aujourd'hui on l'a, pour redonner un lustre à des villages comme Douar ou Ouizzelt, lui redonner un aspect confortable, avec justement juste des routes, des autoroutes, même pas des autoroutes, hein, je veux dire arranger des routes de telle sorte à ce que ça devienne accessible, sortir de l'enclavement ces contextes, et organiser des équipements de proximité et des équipements tout court, de telle sorte à ce qu'on puisse aller à l'école, qu'on puisse se soigner un minimum, quoi. Alors, justement, tu as évoqué le tremblement de terre qui a eu lieu il y a quelques semaines encore et qui a frappé ton village, là où nous sommes. Et justement, donc, à la suite de cette catastrophe qui a fait beaucoup de morts, qui a détruit beaucoup de villages de Douar, dans le Haut-Atlas principalement, donc on n'est pas très loin de l'épicentre de ce tremblement de terre. Il y a eu au Maroc, et même à l'extérieur du Maroc, un formidable élan d'empathie, de solidarité. Les Marocains se sont sentis très très concernés par ce qui se passait. Et il y a donc toute une entreprise très importante de reconstruction. Et donc là, justement, la question, c'est ce processus de reconstruction, est-ce qu'il va apporter du nouveau, mais alors est-ce que ce nouveau, est-ce que c'est déjà quelque chose qui relève de l'obsolescence, c'est-à-dire du bétonnage qu'on va mettre, est-ce qu'on va bétonner le Atlas, quel type d'architecture, quel type de construction, est-ce qu'on va faire des cités comme on les a vus se développer un peu partout dans les cités, voilà, dortoirs. Voilà, des cités dortoirs. Donc c'est des grands enjeux du rapport, voilà, un peu presque épistémologique. Est-ce que cette construction, est-ce qu'on vient avec une vision de développeurs, nous savons ce dont les populations ont besoin, ou bien faut-il prendre en compte disons, le savoir, les attentes, les besoins des villageois. Et donc, tu évoquais le rôle de la nature. Est-ce que justement, à la faveur de ce tremblement de terre, est-ce que c'est pas aussi l'occasion un peu de bousculer, un peu comme tu disais, voilà, de bousculer, disons, les certitudes, les visions urbanistiques,
voilà, les approches de la reconstruction et peut-être d'adopter de nouveaux modes de pensée et de nouveaux modes de construire qui tiennent compte justement des dynamiques sociales et aussi de la profondeur historique et culturelle de la région du Haut-Atlas. Voilà, donc c'est une vaste question, mais elle me semble importante. C'est une question essentielle, mais malheureusement, je ne saurais pas répondre. Parce qu'il y a eu, en fait, il y a eu beaucoup de militants qui se sont réveillés, accompagnés d'experts aussi, qui viennent de nulle part. Il y a des experts qui viennent, qui ont un passif et d'autres qui ont surgi. Et chacun est parti de ses propositions. Chacun est venu avec une proposition. Il y a ceux qui ont proposé des conteneurs avec du badigeon de terre. Il y a ceux qui ont proposé des nouellas en série. Il y a ceux qui ont proposé, je parle des architectes marocains, qui ont pensé ça. Ensuite, il y a ceux qui sont venus avec leur savoir, comme les Japonais ou comme les Belges ou les Français, en disant non, il faut construire avec les personnes et pas proposer un espace qui soit non identifiable. Et puis, on a eu aussi la grosse surprise de demander aux architectes de concourir. En fait, même pas de concourir, ils ont pratiquement été nommés pour accompagner les constructions dans les campagnes, tout ça dans un objectif d'homologuer la construction pour qu'elle devienne officiellement là, parce que bien entendu, c'est toujours de l'autoconstruction à la campagne, et pour qu'elle fasse partie d'un ensemble d'urbanité qui serait étudié par des jeunes architectes qui viennent sortir de l'école, et c'est un projet de la société L'Amaran. L'État veut faire entrer dans l'urbanisme ce genre de choses, ce genre de configuration. Ça va être très difficile de ne pas faire rentrer le béton. Ça va être très dur. Moi, j'espère de tout mon cœur, et c'est un travail qu'on fait ici pour essayer de convaincre les personnes de ne pas construire en béton. Mais c'est très difficile parce que le béton est synonyme de on est sorti de l'auberge. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais quelqu'un qui construit en béton ici, tout de suite, il a fait fortune. Il améliore la condition de vie de sa femme, qui va pas faire tmner ça tous les ans. C'est quelqu'un qui a gagné sa vie. Et d'ailleurs, dans le village, vous allez voir, il y a 2 verrues rouges qui sont peintes en rouge. Curieusement, pourquoi? Je ne sais pas. C'est pour marquer peut-être la suprématie. Et qui sont dues aux travailleurs immigrés qui viennent et qui veulent faire plaisir à leurs parents. Parce que une construction en béton, une fois qu'on a posé le carreau au sol, etc., ça demande moins d'entretien et donc moins de travail. Mais est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Moi, je dirais, bon, bien entendu, ici, si vous posez la question à n'importe qui, il va vous dire, je préfère construire en béton qu'en terre. Parce que la terre, c'est la misère. C'est associé à la misère. Et si l'État décide de construire dans les matériaux locaux, en tenant compte de la manière de vivre des gens, ça serait l'idéal. C'est-à-dire, ce que tu dis, Selma, c'est que le problème ne vient pas simplement de la mentalité prégnante des développeurs, des concepteurs de l'architecture, voilà, ou des projets d'urbanisation, mais aussi du fait que l'attirance quasi magnétique
De la modernité. de la modernité. Ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le monde rural, parce que le travail est limité, les moyens de promotion socio-économique sont relativement, il y a l'attirance pour aller dans la ville, d'aller grossir les rangs voilà, de la population urbaine. Donc ça, ce mirage-là fonctionne toujours, et on sait que ce n'est pas une solution viable. Mais voilà. Et pareillement, le béton opère cette même sorte de fascination. Il y a l'idée d'une promotion du statut de l'individu social. Donc, ce que tu évoquais avec l'exemple de l'architecte Salim Hanaji, c'est le travail de pas simplement sur la matière ou sur l'espace, mais le travail avec les habitants pour les amener à valoriser ce qui justement produit du sens et à travers voilà a une dimension un peu pérenne dans leur construction et comment revaloriser ce qui relève voilà d'une sorte de patrimoine. Dans notre village ici, il y a beaucoup de maisons abandonnées par les siens. On le voit, on le sait, elles existent, mais ces personnes qui abandonnent c'est pour aller gagner leur vie en ville. Mais quand ils reviennent et qu'on discute avec eux, ils ont une nostalgie de leur ancien village. Ils savent que quelque part, ils ont été cassés par rapport à une vie sereine et tranquille. D'un côté. De l'autre côté, leur maison en béton, ils ne l'aiment pas. Moi, je viens de rencontrer une dame qui est extraordinaire. Son fils lui a construit une maison en béton, donc elle en est très fière. Et je lui dis, mais où est-ce que tu habites? Elle me dit, faut pas lui dire, mais moi je préfère l'ancienne maison parce que au moins là, il fait pas froid, je m'installe dans ma maison, etc. Mais la journée, je suis dans la maison en béton. Donc ils se rendent bien compte qu'on a plus froid en hiver dans une maison en béton, qu'on a plus chaud en été dans une maison en béton. Ça, ils s'en rendent compte. Mais pour qu'ils puissent revenir à la maison, à la vieille maison, comme ils appellent ça, comme moi aussi j'appelle ça, il y a un travail sur la dignité. Et comme on a dit dès le départ, c'est autour de l'humain qu'on doit travailler en tant qu'architecte. Il faut travailler avec l'humain, lui donner ce dont il a besoin, lui offrir des espaces qui sont convenables, mais dans lesquels il peut être heureux, pas pour régler un problème de besoin, et pas en série. Parce que vous allez voir, aucune des maisons ne ressemble à l'autre. Si on fait de la série, on tue l'identité de chacun. Et donc, il faut absolument être dans la démarche de dire, on construit avec eux, modestement, en les observant, en apprenant d'eux des choses, et on a beaucoup à apprendre. On a vraiment beaucoup à apprendre. Et peut-être revenir à la vraie question qui est celle de dire qu'est-ce qui est beau. Est-ce que c'est le purisme? Est-ce que c'est l'ornementation est un crime? Est-ce que c'est less is more? Toutes ces notions qui font partie de la modernité, ou bien autre chose. Donc, la terre peut devenir antisismique si elle est construite dans les règles de l'art, autant que le béton peut être antisismique s'il est construit dans les règles de l'art. Ici, on ne construit pas dans les règles de l'art le béton. On ne sait pas. Le matériau est quelque chose d'importé. On le fait juste pour l'apparat. Donc, mais par contre, la terre, on peut revenir à ce savoir, le réétudier, le consigner et lui redonner ses lettres de noblesse. J'ai cette chance inouïe d'être à SAP plus D avec un directeur très ouvert sur ces questions-là. Et l'échange avec les étudiants est extraordinaire. Parce que c'est vrai qu'ils ne connaissent pas la campagne. Ils peuvent connaître Paris, ils peuvent connaître d'autres villes à l'échelle mondiale. Mais la campagne, ils la connaissent pas.
Et donc, c'est très intéressant de parler avec eux de cette restitution de la mémoire et en même temps de ce qu'on peut faire pour la valoriser, pour la rendre créative, innovante. Et c'est un travail que je fais en partant de la critique architecturale, qu'est-ce que ça veut dire, et en même temps que la critique architecturale, je leur demande de critiquer eux-mêmes le paysage dans lequel ils sont, dans les villes, dans Casa, dans Rabat, même à Ben Grir. Je veux dire, c'est une ville extraordinaire parce que c'est une ville qui a été très 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 rapidement construite, mais malheureusement on retrouve les avatars des grandes villes. Cette espèce de plan type où on a rez-de-chaussée commercial et 2 étages qui devrait être complètement interdit, mais qui ne l'est pas parce que la réglementation à l'échelle du Maroc, la réglementation urbaine donne cet effet. On ne peut pas y couper. Donc il va falloir libérer en fait le Maroc de toutes ces réglementations qui ne sont pas endogènes, qui sont venues de pays extérieurs et qui donnent des paysages qui ne sont pas les nôtres. De quelle façon faire? Justement, c'est en libérant, en ouvrant les esprits. Et ces jeunes architectes auxquels j'ai affaire, enfin les futurs architectes qui sont dans ma classe, ils ont les yeux qui pétillent. Ils comprennent qu'ils ont un travail colossal à faire. Oui, au terme de cet entretien, on est chez toi dans un lieu extrêmement propice à la lecture, je dirais, de livres. Aujourd'hui, c'est très difficile de se concentrer sur la lecture, sur des textes exigeants, des auteurs difficiles. Peut-être pourrais-tu nous parler d'un livre ou d'un texte qui t'inspire ou qui pourrait aussi nous intéresser. Je voulais juste citer un exemple d'un livre qui a eu beaucoup d'influence pour moi, lié à l'architecture. C'est le livre de Hassan Fethi, Construire avec le peuple. Donc qui raconte son aventure, je crois même dans les années 40 ou peut-être même avant, je pense. Avant, dans les années 30. Voilà, 30. Ses aventures à Gourna. Voilà, le village de Gourna. Et ce projet qui est une utopie en fait. Oui, complètement. C'est une utopie. Et ce livre, voilà, qui revalorisait la tradition, mais qui lui donnait une portée. La coupole nubienne. Voilà, une portée extrêmement contemporaine, a eu une très grande influence pour moi, même si je n'ai pas travaillé dans le domaine de l'architecture. Quoique en sociologie urbaine, ben voilà, j'ai toujours eu ce livre et son utopie qui m'inspirait beaucoup. Et bon, je sais que voilà, tu as dirigé une revue, tu as écrit des livres, on a échangé entre nous de beaucoup d'auteurs, mais disons, voilà, qu'est-ce que, en guise de conclusion, quel texte pourrais-tu nous mentionner voilà, pour nous inspirer une réflexion ou une méditation? Merci d'avoir cité Hassan Fethi, évidemment, mais bon, ça date d'une époque et c'est vrai qu'aujourd'hui, le rêve d'un architecte, en fait, n'est pas uniquement un rêve dans l'absolu, il a construit Gourna. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que Gourna a été quitté. Donc, c'est un rêve, c'est une utopie qui ne fonctionne pas. Malheureusement, chez un architecte, on ne peut pas s'arrêter au rêve et à une utopie pour dire, voilà, on a fait quelque chose. Pour faire, il faut construire. Je pense que l'un des meilleurs écrivains, mais celui qui va le plus inspirer les architectes, c'est Umberto Eco. En dehors de ses romans, Le nom de la rose, où il y a des compositions, des choses qui, on voit des mises en scène, ça a été repris par des cinéastes fantastiques. Umberto Eco est celui qui a parlé le plus de l'œuvre ouverte. Et l'œuvre ouverte, il me semble qu'on est en plein dedans aujourd'hui, puisque on ne peut que refuter la série, on ne peut que refuter le travail qui est déjà prêt à l'emploi, le prêt joli, le prêt esthétique, le prêt à consommer, à vivre, le prêt à habiter. Je pense que c'est de ces formes-là qu'il faut sortir.
Et pour ça, je vais vous citer un petit passage. Il dit ça à la page 107 concernant l'ouverture, l'information et la communication. Et il dit, et constatant que ce problème, l'esthétique, l'histoire de l'art et la phénoménologie du goût, l'ont sinon résolu, du moins expérimenté à travers des siècles d'évolution à un niveau macroscopique. Combien de fois a-t-on vu de nouveaux types de création modifier le sens des formes et la manière de percevoir la réalité? Alors, la crise que traverse la civilisation bourgeoise tient pour une part à l'incapacité chez l'homme moyen de se soustraire à des systèmes de formes acquises qui lui sont fournis de l'extérieur et qu'il n'a pas conquises par une exploration personnelle de la réalité. Et ça nous intéresse beaucoup. Et je pense que c'est sur cette base qu'il faut travailler sur notre patrimoine rural. Enfin, le patrimoine universel, en fait, il ne nous appartient pas qu'à nous, mais voilà. Et je peux finir avec encore Umberto Eco qui dit « Des maladies sociales telles que le conformisme et l'hétérodirection, l'esprit grégaire et la massification sont le fruit d'une acquisition passive des standards de compréhension et de jugement. » Oui, bien sûr, sur la base de cette citation qui parle de l'individu contemporain et qui a une portée universelle. Ouais. Merci beaucoup, Selma, pour cet entretien. C'était un plaisir. Merci à vous.